suis là effectivement, d'une part parce qu'on est partenaire de cette journée et qu'évidemment à ce titre-là et au titre des enjeux posés environnementaux, sociaux et de gouvernance que pose l'industrie électronique et ses usagers quelque part, c'était assez logique. Et donc nous on est là pour parler de la question des incitations politiques à essayer de faire autrement, qui était un petit peu la thématique, si j'ai bien compris, la première table ronde, puisque je suis arrivée à la fin. Je vais pas revenir sur les enjeux de développement durable qui sont liés à l'industrie électronique, puisque vous les avez, je crois, longuement détaillés tout à l'heure, et qu'effectivement, on est passé... Ce qui est intéressant, nous, on regarde la façon dont les secteurs aujourd'hui peuvent être perçus sur des grilles d'analyse extra-financières, donc sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Et en gros, il y a 10 ans, quand la boutique s'est lancée il y a 10 ans, le secteur high-tech, c'était le secteur des solutions. C'était effectivement un secteur a priori peu polluant et qui apportait par le biais des technologies un certain nombre de solutions qui étaient plutôt associées d'ailleurs presque à un élément positif du développement durable. Ils n'étaient pas ce qu'on appelait nous les secteurs en première ligne, comme peuvent l'être le pétrole, le gaz, le secteur minier. Et puis en 10 ans, on est passé à l'inverse, j'allais dire, non pas qui est effectivement aujourd'hui identifié comme un énorme consommateur d'énergie, hein, je ne refais pas le dessin, et que donc à ce titre-là, le sujet devient extrêmement important, que cette énergie, elle est en augmentation constante et donc un certain nombre de problèmes, qu'il y a aussi des problèmes sociaux qui sont associés, et on va y revenir avec l'une de nos invités, et que les questions de gouvernance, c'est pas le secteur où c'est le plus compliqué sur le nucléaire, mais il peut y en avoir à certains endroits et selon certaines entreprises. Alors, ces enjeux sont identifiés et dénoncés par des ONG environnementales et sociales. Ils sont progressivement pris en compte par les investisseurs, ceux qui pratiquent ce qu'on appelle l'ISR et qui intègrent des critères ESG dans leur gestion. Enfin, ça reste encore modeste pour le secteur high-tech qui n'est pas considéré. Si les risques sont identifiés d'un point de vue sociétal, on pourrait dire aujourd'hui, les risques ne sont pas encore matérialisés, c'est-à-dire une traduction financière pour le secteur high-tech coté. On pourrait, je pense, faire un débat sur la question des valorisations du secteur high-tech et sur la réalité des actifs sur lesquels il repose. Mais c'est un autre sujet. Alors, pour parler du sujet des incitations politiques à faire autrement, on va commencer d'une part avec deux exposés liminaires, celui de Olivier Seznec, qui est directeur de la stratégie technologique de Cisco France, qui est à ma gauche, et puis ensuite Guillaume Moine-Locos, qui est lui en charge des questions de développement durable pour Neopost Industrie, qui tous les deux vont vous dresser l'un après l'autre un tableau à la fois des grands enjeux, des incitations à faire autrement, et de la façon dont un industriel confronté à la problématique qu'on connaît tous, de plutôt vouloir tirer les prix vers le plus bas possible, puisque c'est partie des équipements qui ont considérablement diminué en termes de prix et d'accès pour le consommateur final, et que entre cette problématique-là, essayer de faire mieux et autrement, il y a vraiment des arbitrages complexes à faire, mais c'est à peu près sur tous les sujets du développement durable. Qu'est-ce que l'éco-conception? Alors, l'éco-conception, c'est vraiment de prendre en compte l'impact environnemental d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Je pense que cette vision du cycle de vie, elle est vraiment primordiale pour bien comprendre l'éco-conception. L'éco-conception, c'est pas uniquement centré sur la fin de vie, mais c'est véritablement intégrer l'ensemble de ce cycle de vie. On parle de cycle de vie, on intègre la partie matière première, qu'est-ce qui rentre dans la fabrication de mon produit. On intègre la phase de fabrication, comment, par quel procédé de fabrication mon produit est fabriqué, de quelle manière mes cartes électroniques sont assemblées. On intègre la phase de distribution, donc de logistique, de quelle manière mon produit va être distribué au travers du pays ou du monde. On intègre également la phase d'utilisation, la phase d'usage. Mon produit est chez mon client, il a un impact environnemental, il faut que je sois capable de le quantifier. Et enfin, avec une boucle de réutilisation qui se développe de plus en plus, je reviendrai sur le sujet par la suite. Et enfin, la phase fin de vie, où on intègre finalement l'impact environnemental du produit en fin de vie. Donc voilà globalement l'approche éco-conception. C'est vraiment une approche globale. Éco-concevoir, c'est intégrer l'environnement dans la phase de conception. Alors vous allez me dire, pourquoi en phase de conception? Parce que finalement, il y a 80% des impacts environnementaux qui sont déterminés lorsqu'on conçoit le produit. Également au même titre que d'autres critères, notamment les critères de coût, les critères de faisabilité technique, les critères de demande du marché.
Donc c'est un réel compromis entre ces différents critères. Éco-concevoir, c'est également mesurer et évaluer. Évaluer, on a plusieurs méthodes pour évaluer l'impact environnemental d'un produit. On peut avoir des analyses cycle de vie, donc ce qui est très intéressant à faire quand on débute la démarche, mais qui n'est pas systématique. On ne fait pas forcément une analyse cycle de vie en récupérant l'ensemble des informations à chaque fois pour donner l'empreinte environnementale du produit. On a également d'autres outils, on peut utiliser des checklists ou travailler sur des critères plus techniques. Quand on met en place une démarche d'éco-conception, ça dépend vraiment du contexte dans l'entreprise. C'est à l'entreprise de définir ses priorités. L'entreprise a ses enjeux propres qui sont liés à son produit et à son service. C'est qu'on voit que l'Europe, elle pousse des réglementations qui derrière sont reprises par d'autres États hors Europe. On peut citer la Chine, on peut citer les États-Unis, notamment l'État de Californie, le Canada, etc. Donc c'est vraiment une approche qui se déploie, qui se diffuse tranquillement mais sûrement. Alors finalement, éco-concevoir, c'est quoi? Éco-concevoir, c'est vraiment anticiper les futures évolutions, à la fois du marché, les clients, les investisseurs, et également les réglementations. C'est regarder de très près ce qui se passe pour être en mesure d'avoir ce coup d'avance et de proposer le produit finalement qui est en avance qui est en avance et qui intègre ces points. Éco-concevoir, c'est quoi? C'est également éviter le gaspillage à deux niveaux. Éviter le gaspillage des matériaux en phase de fabrication, on optimise notre produit, bien évidemment, parce qu'il y a des notions de coût derrière, mais également on évite le gaspillage en fin de vie en réutilisant des sous-ensembles au travers du remanufacturing. Donc on vient boucler la boucle et clairement il y a des vrais avantages économiques associés à ça, bien évidemment. Un autre point, c'est a priori, éco-concevoir, c'est une des solutions pour répondre à ces différents enjeux. Et enfin, je voudrais aborder le point de l'intégration, parce que je pense que c'est ce qui est important pour avancer finalement, c'est que cette intégration d'éco-conception, elle passe à travers d'une approche systémique, donc globale, mais également pragmatique. Il faut que ce soit vraiment pragmatique et que ça réponde à un concepteur. Que ça réponde à un acheteur et avoir des solutions clés en main pour que le projet puisse clairement intégrer ces dimensions. Ça passe également par une évolution des connaissances et des pratiques internes. On peut comparer ça à la mise en place de la démarche qualité dans les années 80. Ça prend du temps, mais au final on y arrive. C'est une vraie révolution douce qui prend du temps, qui demande de l'éducation, mais qui impose des changements profonds au sein de l'industrie et de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Comment un équipementier dans la high-tech fonctionne et quels sont les leviers que l'on pourrait mettre en place pour justement arriver à entrer dans un cercle vertueux et un peu plus durable que l'environnement dans lequel on travaille aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est le contexte dans lequel on évolue. Et le contexte, globalement, c'est le contexte du prix pas cher. Quand on regarde toutes les pubs qui nous entourent, et si je m'en crois à la pub, c'est bien le modèle que l'on promeut et que l'on cherche à mettre en place, eh bien on nous indique que c'est le prix avant tout, le prix à tous les niveaux, et quels que soient les domaines d'activité. Tout ça, ça influe sur les pratiques commerciales qu'on peut rencontrer lorsque nous commercialisons nos équipements. Alors ici, j'ai mis des exemples plutôt tirés du secteur public, où dans le secteur public, on a vu il y a quelques années l'apparition de pratiques d'enchères inversées pour faire l'acquisition d'équipements. Le problème de cette enchère inversée, c'est que globalement, ça amène au moins 10 ans. Les constructeurs ont tous inclus cet aspect dans leurs offres, et puis plutôt que fournir la solution qui correspond vraiment au client, on essaie de trouver la solution qui va diminuer les coûts. Phénomène assez intéressant dans l'achat public, c'est les multi-attributions au niveau des contrats. C'est-à-dire qu'une solution va être retenue, mais avec plusieurs fournisseurs possibles, et à chaque fourniture d'équipement, on remet en concurrence les fournisseurs en question. Donc là aussi, les fournisseurs en fait, sont généralement sélectionnés avec un portefeuille de produits, et vont sélectionner à chaque fois sur leurs offres les moins 10 ans
en termes de prix, bien sûr. Alors quand on dit moins disant en termes de prix, ça ne veut pas nécessairement dire mieux disant en termes d'éco-conception. Dans notre environnement informatique et télécom, on s'aperçoit aujourd'hui que les départements informatiques et télécom achètent les équipements, mais ne payent pas la facture électrique de ces équipements. Sauf dans le data center. Le centre informatique, où là c'est différent, puisque ce sont généralement les seuls loueurs ou occupants du bâtiment en question. Mais quand une entité informatique va faire un choix de renouvellement de son parc de PC, eh bien, la consommation du PC importe finalement assez peu, mis à part peut-être pour un affichage externe, parce qu'en termes économiques, le département n'est pas facturé pour la consommation de ces PC qu'il va acheter. Sur la durée de vie d'un équipement, on s'aperçoit que sa consommation électrique peut dépasser le coût d'achat de l'équipement en question. Et on a fait des économies d'achat, effectivement, mais comme on n'arrive pas à mettre en œuvre le service, eh ben, l'achat ne répond pas vraiment aux besoins. Donc ces pratiques commerciales conduisent un peu les industriels à répondre à la demande. Et c'est un peu ce que je dis, c'est que le bas prix, ça a un coût. Le pas cher, ça peut coûter très cher, finalement. Donc il faut bien comprendre que faire du pas cher, ça veut dire pour les industriels, mettre en place des stratégies d'éco-conception qui vont être un petit peu différentes. C'est des équipements qui auront une durée de vie plus faible et donc qui fabriqueront les déchets un peu plus tôt que d'autres équipements non modulaires. C'est des consommations énergétiques plus importantes et donc c'est des consommations, ce sont des charges qui incomberont aux collectivités. Et puis enfin, le dernier point, c'est que faire du bas coût, ça veut dire sur toute la chaîne, essayer de minimiser ses coûts, notamment toute la partie structure de production et les problèmes de délocalisation. Quelle incitation politique peut-on mettre en place pour accompagner le changement, pour aller vers un modèle un peu plus vertueux? Et je pense qu'il faut agir sur les trois composantes qui permettent d'agir, d'influer sur le changement. Il y a trois méthodes qui permettent de faire changer les comportements. Il y en a un, c'est le volontariat. On se dit, tout d'un coup, c'est la bonne chose à faire, parce que je vais y gagner. Alors, le volontariat, ça fonctionne de façon très très variable. Il y a, sur des systèmes sur des actions assez engageantes pour vraiment transformer son action. C'est pour ça qu'il y a à peu près 5% des gens qui changent de façon directe. Et puis après, des fois, ça devient l'air du temps. Et là, quand ça devient l'air du temps, c'est plus simple, il y a une adoption plus forte. Le deuxième point, c'est l'économique. Alors l'économique, ça marche plutôt bien, mais il faut encore avoir un delta ou une différence économique importante entre la nouvelle technologie et l'ancienne, ou la nouvelle solution et l'ancienne, pour pouvoir vraiment réaliser un changement. En règle générale, c'est la règle des 20 à 30%. Tant qu'on n'a pas 20-30% de différentiel, on bouge assez peu. Et puis le dernier point, c'est le réglementaire. Alors ça marche très bien le réglementaire, avec le seul petit bémol, c'est qu'il faut être encore capable de pouvoir contrôler derrière. Un modèle vertueux sur le volontariat, c'est déjà ce qu'on attend de l'État, d'avoir un rôle modèle de l'État, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je voudrais souligner par exemple le travail que les Pays-Bas sont en train de faire. Les Pays-Bas sont conscients du problème de ressources qui se pose, et donc ont inscrit l'économie circulaire, qui est une éco-conception, on pourrait dire ultime, qu'on met en place dans son économie, où il n'y a plus fabrication de déchets. Il n'y a plus de déchets ultimes dans l'économie circulaire, puisque dès l'éco-conception, on conçoit qu'un produit en fin de vie devient ressource réutilisable intégralement pour un autre cycle. On s'inspire du cycle biologique, où finalement dans le cycle biologique, il n'y a pas de déchets ultimes. Le modèle vertueux sur le volontariat, c'est déjà ce qu'on attend de l'État, d'avoir un rôle modèle de l'État, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Je voudrais souligner par exemple le travail que les Pays-Bas sont en train de faire. Les Pays-Bas sont conscients du problème de ressources qui se pose, et donc ont inscrit l'économie circulaire, qui est une éco-conception, on pourrait dire ultime, qu'on met en place dans son économie, où il n'y a plus fabrication de déchets. Il n'y a plus de déchets ultimes dans l'économie circulaire, puisque dès l'éco-conception, on conçoit qu'un produit en fin de vie devient ressource réutilisable intégralement pour un autre cycle. Et les Pays-Bas ont décidé de réorienter leur politique d'achat. La politique d'achat des Pays-Bas, c'est 41 milliards d'euros par an, pour favoriser dans leur projet l'économie circulaire, et donc des circuits plus courts et une vraie prise en compte de la ressource et de la conservation des ressources.
Je voudrais commencer par la question de l'extraction des matières premières. On en a quand même un petit peu parlé ce matin. Il faut savoir qu'une étude de l'ONU a décomposé un ordinateur et a constaté qu'il fallait 240 kg de combustible fossile, 1500 litres d'eau et 22 kg de produits chimiques pour produire un ordinateur. Une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que certaines entreprises, pour s'installer dans des pays à bas coût, demandent des subventions, mais des subventions quelquefois en nature, c'est-à-dire des subventions en eau. Et il s'est déjà trouvé dans certains pays qui avaient accordé des subventions en eau que l'eau partait pour donc, les industries d'électronique et il n'y avait plus d'eau pour l'agriculture vivrière. C'est-à-dire que les gens sur place, non seulement ils étaient exploités, mais ils n'avaient plus d'eau pour faire pousser leur nourriture. En ce qui concerne les conditions de travail, là il y a donc un article qui a été repris sur le courrier du Parlement du futur, qui décrit assez bien ce que j'avais écrit par ailleurs. Donc très souvent, ce sont des jeunes filles qui travaillent dans les usines d'électronique, des jeunes filles migrantes qui arrivent soit des régions reculées de Chine ou d'autres pays, qui ne connaissent pas leurs droits évidemment, qui travaillent souvent jusqu'à 370 heures par mois, donc il y a des violations constantes du droit du travail, ça c'est évident. Qui utilisent beaucoup de produits chimiques qui sont très dommageables pour leur santé, souvent à long terme. Et c'est la même chose dans les pays du Sud quand il s'agit de défaire les ordinateurs pour pouvoir obtenir tous les métaux précieux. Donc là, c'est aussi une calamité, aussi bien pour les gens qui le font que pour l'environnement, puisque ça part dans les nappes phréatiques. Il y a une campagne qui s'appelle Make IT Fair et qui vise plus particulièrement les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, un peu comme c'est le même système que Amnesty, envoient des cartes aux fabricants en disant on voudrait que les iPhones qu'on achète soient produits dans des conditions de travail équitables, on voudrait que les matières premières soient produites soient extraites dans des conditions équitables. Donc ça, c'est une campagne qui s'adresse à des jeunes, Make IT Fair. Et mon vœu, c'est que donc cette campagne Procure IT Fair était destinée à la fois au pouvoir public, aux collectivités et aux universités. Donc si ici il y a des représentants des collectivités publiques, j'imagine qu'il y en a quelques-uns, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, je voudrais bien leur demander qu'ils fassent un effort pour inclure des critères sociaux et environnementaux dans leurs appels d'offres. En fait, commencer par rappeler que pour le secteur du numérique en général, les trois lettres ESG veulent dire quelque chose. ESG c'est environnement, sociétal et gouvernance. C'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'en fait nos entreprises évoluent sur un secteur qui est fortement diffusant dans la société. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs que le nôtre qui soient aussi diffusants, c'est-à-dire l'usage qui est fait de nos équipements permettent un progrès social, sociétal. En regard de ça, il y a un impact très bénéfique et écologique sur l'ensemble de la société, notamment par des technologies qui vont arriver, qui sont balbutiantes pour l'instant, mais qui s'appellent par exemple le smart grid. Le smart grid, ça veut dire, c'est en fait rendre intelligents les réseaux électriques, à la fois pour la production d'électricité et la consommation d'électricité. Donc on s'attend à réduire pratiquement d'un tiers la consommation électrique d'un pays comme la France. Il y a aussi l'usage du numérique dans le transport, dans le télétravail, la visioconférence, ça évite effectivement de prendre l'avion par exemple. La dématérialisation, c'est important. On a fait le calcul, on s'est demandé ce qui se passait si jamais tous les pays européens adoptaient la déclaration des impôts en ligne, et ça ferait économiser 200 millions de tonnes de CO2 par an. Tout ça pour dire que les composantes ESG, ou alors traduites autrement, qui sont le RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, sont très très importantes pour nos entreprises. Et on en a parlé souvent, le consommateur commence à prendre conscience, mais il commence à prendre conscience pour la partie E, la partie environnement. Mais on pense que le monde est en train de passer d'un paradigme environnemental, on y est, en quelques années ça s'est fait, ça n'a pas été très long, pour arriver à un paradigme plus large qui intègre les composantes S et G, sociétale et gouvernance. Les recycleurs manquent d'informations. Est-ce qu'on peut imaginer que demain il y ait une évolution
de ce côté-là pour que les industriels donnent aux recycleurs plus d'informations pour améliorer l'efficacité du recyclage? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'affichage obligatoire sur les composants, enfin les composants chimiques, la composition des produits. À la différence de l'industrie automobile, par exemple, qui met ça en place maintenant pour arriver à un niveau de recyclage. Il n'y a pas d'obligation non plus sur la performance de recyclabilité des équipements en fin de vie. C'est aussi une différence par rapport à une industrie qui est plus ancienne comme l'industrie automobile. C'est aussi que jusqu'à présent, les volumes de notre industrie étaient plus faibles par rapport aux autres volumes de d'autres secteurs. Alors c'est des éléments qui sont en train d'évoluer là aussi. Il y a des standards qui apparaissent. L'évolution de la D3E vers la D3E Pro pose question justement de la partie insertion des recycleurs et des professionnels aujourd'hui, savoir comment les filières vont pouvoir agir. Les industriels qui ont un volume suffisant d'équipements commercialisés aujourd'hui ont mis leur propre filière en place, et dans leur propre filière, ils ont formé soit les entreprises qui sous-traitent leur recyclage, soit les opérateurs pour pouvoir récupérer les produits, éventuellement les démanteler, vérifier s'il y a la réparation possible des équipements pour les remettre en circulation. La norme ISO 26000 est d'abord pas une norme déjà parce qu'elle n'est pas certifiante d'une certaine façon, et elle est plus autour de l'organisation de la démarche du processus ISR et de la relation avec les parties prenantes. Là on était plutôt sur un sujet gestion des impacts, ce qui fait partie du tout. Hein. Le problème d'ailleurs qui est déjà en train de surgir, en tout cas en France, c'est qu'il se dessine une sorte de certification de la norme qui est théoriquement non certifiable, qui fait qu'un certain nombre, un truc qui s'appelle AFAC 26000, et qui fait qu'un certain nombre d'entreprises disent qu'en fait, alors qu'on a certifié leur process, et je l'ai vu dans la presse d'ailleurs, ça certifie qu'elles ne font pas travailler les enfants, qu'elles n'ont pas de substances toxiques, etc., ce qui n'est pas le sujet. Donc c'est vrai que là-dessus, on était plutôt sur concrètement les enjeux spécifiques de la high-tech plutôt qu'effectivement la problématique plus large de la RSE et de l'ISR et de la façon dont c'est intégré. Il y a énormément d'entreprises qui ont des codes de conduite, mais comment ça se fait que sur le terrain ça se passe d'une toute autre manière? C'est ça le problème. C'est le problème aussi de comment dénoncer l'écart entre le code et la réalité. Qui commence à avoir un langage commun de RSE, qui commence que ça impliquerait que les entreprises puissent faire un reporting sur cette base commune d'une qualité suffisante, et on en est très loin, qui permettrait d'avoir un reporting pertinent, fiable, comparable d'un exercice à l'autre, qui permettrait aux investisseurs de donner un prix et de différencier les entreprises sur ces critères-là. Parce qu'en fait, la question du prix, évidemment, elle finit toujours par arriver. Et aujourd'hui, un investisseur soucieux de comparer des entreprises sur les critères qu'on vient de traiter ce matin est bien souvent en peine de le faire parce qu'il ne dispose pas de l'information, elle est très lacunaire. Il dispose d'une information qui est de l'ordre de la communication. Et ça ne sert pas à un investisseur. Les rapports développement durable aujourd'hui ne servent pas aux investisseurs. C'est une information quand même intéressante, mais qui ne permet pas de faire de la gestion derrière. La plupart des valorisations, ce qu'on appelle en langage technique l'alpha, c'est 80% de la valeur d'une entreprise, c'est de l'intangible. C'est de l'intangible. Et dans l'intangible, il y a la réputation. Évidemment, pour les marques grand public, Nike, ça fait ne se sortira probablement jamais, malgré les milliards investis, malgré la traçabilité et la politique tout à fait exceptionnelle qu'ils ont de communication sur leurs sous-traitants, ils sont associés au travail des enfants. Quand la loi de Moore nous permet de doubler, c'est la conjecture de Moore, permet tous les 18 mois de doubler la puissance des systèmes, ça permet des usages auxquels on n'avait aucune idée il y a quelques années encore. Donc c'est compliqué de jouer les futurologues et de vous dire où on sera en 2030. On n'a aucune idée parce qu'on est en 2011 et je pense qu'en 2000, vous n'aviez aucune idée du développement des réseaux mobiles. Le succès de l'iPhone et de la transformation totale n'avait jamais été vu. Le changement, la dématérialisation de tout le contenu musical et culturel n'avait pas été vu non plus. Donc on n'a aucune idée de ce que l'innovation technique va nous permettre de faire.